Nous sommes maintenant à l'entrée du quartier général de l'ONU à Nicosie, entre les Grecs et les Turcs, sur l'île de Chypre. On sait que l'ONU participe à cette mission de paix depuis 1964 et que le Canada y participe depuis le début également avec 570 hommes. En 1974, les Turcs du Nord ont envahi le nord de l'île, repoussant ainsi 250 000 réfugiés grecs vers le sud. Voici l'île de Chypre, située dans la mer Méditerranée, entourée de la Grèce, la Turquie, la Syrie, le Liban et l'Égypte. La partie en rouge est le territoire envahi par les Turcs pour défendre les Cypriotes ayant la même nationalité qu'eux. Vous voyez la carte de la ville de Nicosie avec sa zone tampon dessinée en jaune, divisant en deux la capitale de Chypre. C'est dans cette zone qui traverse la ville que les soldats canadiens effectuent de la surveillance. C'est à partir de la prison de Nicosie que nous nous engageons sur un sentier dans un champ de mines. De chaque côté émergent des postes d'observation grecs et turcs. C'est avec de puissantes lunettes que les soldats rapportent à leur base tout ce qui semble anormal. Si vous trouvez que les images sont instables, c'est que la grande partie du vidéo enregistré sur la ligne occupée a été fait en camouflant la caméra parce qu'il était défendu de tourner ou de prendre des photos sur les lieux. Je suis en compagnie du colonel Robin Gagnon, commandant du 3e bataillon du 22e régiment ici à Chypre. Alors, colonel, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu la mission de l'armée canadienne au sein des Nations unies ici à Chypre. Alors, la mission de l'armée canadienne consiste à maintenir le cessez-le-feu entre les forces grecques et turques qui sont en présence l'une de l'autre. Et puis, nous sommes en fin de compte le 57e contingent canadien effectuant cette mission. Et puis, pour accomplir le travail, nous sommes interposés dans la zone tampon entre les deux factions qui sont armées et puis qui se font face avec une proximité très accentuée, particulièrement dans le secteur qui est confié aux Canadiens. Il faut se rappeler à Chypre que le secteur le plus sensible, c'est le secteur de la capitale, qui est la ville de Nicosie. C'est particulièrement le secteur qui est confié aux Canadiens. Donc, le secteur opérationnel dans lequel nous travaillons est celui qui voit le plus d'incidents, le plus de violations de cessez-le-feu. Et puis, notre présence sert justement à diminuer le nombre de violations de cessez-le-feu. Chaque fois que nous en sommes témoins, nous réagissons immédiatement. Et puis, ça, c'est une activité quotidienne, jour et nuit. Et nous l'accomplissons avec un système de patrouille, avec un système de postes d'observation déployés principalement dans les zones les plus sensibles de la ville de Nicosie et de la campagne adjacente, parce que nous avons aussi un secteur en campagne. Commandant, vous dites que ce secteur, parce que c'est un secteur assez chaud, assez mouvementé, est confié à des Canadiens. Est-ce que les Canadiens sont beaucoup mieux ou meilleurs médiateurs dans cette situation que d'autres contingents? Sans faire de comparaison avec d'autres contingents, je peux vous dire que nous sommes témoins de commentaires qui viennent de partout assez souvent, notant le bon travail fait par les soldats canadiens. Les soldats canadiens se sont bâtis à travers les années une solide réputation, et puis non seulement auprès de la communauté des Nations unies, mais aussi auprès des forces grecques et turques qui sont en présence dans ce conflit-là. Alors, je dois dire que notre fiche de conduite à ce sujet est excellente. La patrouille se fait à pied de jour comme de nuit. Dans certains endroits difficiles, les soldats des Nations unies utilisent un véhicule.
Ce poste d'observation a été érigé sur l'ancien aqueduc de la ville. Celui-ci, un peu plus à vue dans le vieux quartier de la ville, sur le toit d'un immeuble, donnant sur une rue achalandée et observé par les deux autres partis militaires. À quelques pas de là, deux soldats grecs faisant la patrouille. Et dans cette maison bombardée, sur une ligne occupée, cette petite fille y vit sans mettre les pieds dans la rue. Depuis l'invasion en 1974, personne ne vit dans cette zone, sauf les soldats des deux camps, s'épiant constamment. Voyez, ce restaurant est resté tel quel. Les propriétaires et les clients l'ont fui, laissant tout sur place. Comme ce garage dans le sous-sol d'un immeuble, le commerçant a fui, abandonnant une quarantaine de voitures neuves. Sur place, elles n'ont jamais pris la route et elles ne seront jamais utilisées. Ces deux jeunes garçons s'amusant dans un garage près de la zone tampon sont observés par un soldat grec faisant sa ronde. Sur un des points les plus stratégiques de Nicosie, écoutons le major Yvan Bouchard. Pour les Turcs, ça les appartient. Pour nous autres, dans la zone tampon. Pour nous autres, la ligne de cessez-le-feu passe, vous voyez le petit bunker gris qui est là, ça c'est Turc. Part de là, suit le sentier. Vous voyez le bunker en ciment blanc, ça c'est Turc aussi. Après ça se dirige vers le drapeau que vous voyez au fond. Pas celui-là là en avant nous autres, celui-là en avant nous autres est dans la bas-faisant. Le drapeau a paru là en 1986, on n'a jamais réussi à le faire enlever. La seule chose qu'on doit, vu que c'est plus occupé, ils ne peuvent pas venir plus loin que les roches que vous voyez là-bas. Les Turcs restent au bord des roches. Une fois par 3 mois, une fois par mois, ils viennent faire l'inspection du verlage, puis une fois par 3 mois, ils sont autorisés à le nettoyer. Donc, toutes les fois qu'ils le nettoient, nous autres après, moi je demande une inspection, puis j'inspecte avec mon personnel pour s'assurer qu'ils n'ont pas fait de fortification, qu'ils n'ont pas fait de plus. Vous voyez tout en dessous ici, on voit un petit trou, vous voyez la chose ronde qui est là? Juste à la droite, on voit un petit trou. Ça, c'est tout un système de tranchées creusées. Là. On voit très bien. Du caporal-chef Steve Waterhouse qui fait du service pour les Nations Unies à Chypre. Alors, caporal-chef, expliquez-nous comment c'est arrivé le fait de venir à Chypre. Eh bien, tout simplement, au niveau du quartier général du secteur de l'Est, eux, ils ont demandé aux unités de la milice de fournir 60 personnes, 30 dont de la région de Montréal, de faire partie du prochain contingent pour venir ici à Chypre. Alors, nous, au 6e bataillon, ils ont soumis des noms et ça s'est fait accepter, puis on s'est retrouvés ici. Comment vous aimez ça ici? C'est une ambiance qui est totalement différente, comme vous avez pu constater. La température, la pluie, c'est une chose bien rare ici. Et puis, mais travailler pour les Nations Unies, là, en sachant qu'est-ce qui se passe autour de nous dans le monde, c'est une chose spéciale. Vous avez beaucoup d'années de service, caporal, le chef? Vous voulez dire? Au niveau de l'armée? Je suis présentement dans ma 5e année. Puis ça, c'est quasiment le summum de la carrière pour un milicien, surtout, là, en étant un job à temps partiel. Maintenant, je m'entretiens avec le caporal François Racine, qui, lui, vient de Sainte-Rosalie. Bonjour, caporal. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes ici à Chypre? Ça fait 5 mois et demi à peu près. Quel est votre travail ici à Chypre? Moi, mon travail constitue à être sur un poste d'observation puis vérifier s'il arrive aucun trouble des deux côtés. Est-ce que vous trouvez ça dur, le travail que vous faites ici à Chypre? Non, c'est assez simple, mais il faut être toujours aux aguets parce que s'il arrive quelque chose, il faut intervenir. Vous êtes tout jeune, c'est sûrement votre première mission avec les Nations Unies? Avec les Nations Unies, oui, puis je trouve que c'est une bonne expérience. Vous voulez recommencer? Pas de problème pour ça, n'importe quand. Si on vous demanderait pour aller au Cambodge, est-ce que vous seriez décidé? C'est une grosse décision à prendre, mais je pense que j'y penserai.
Nous traversons à pied un poste grec pour nous rendre à la maison Freysenberg des Nations Unies. Laissez-moi vous orienter sur le terrain. À 100 mètres au nord, vous avez un poste d'observation turc qui est non c'est occupé présentement. À 50 mètres à l'ouest, au nord-ouest, vous avez le vieux camp canadien, ce Beaver Lodge. À 10 mètres au sud-ouest, vous avez un poste d'observation grec qui est non occupé. À 100 mètres au sud, vous avez le point de contrôle de un point de contrôle de la garde des Grecs. Ça fait combien de temps vous êtes ici à Chypre? Ça va faire presque 6 mois dans 3 semaines. Ça va être le temps de partir. Alors, étant donné votre jeune âge, c'est sûrement votre première mission à l'étranger. Oui. Comment vous aimez ça ici? C'est chaud, les gens sont très accueillants, puis pour la job, c'est numéro 1, c'est le fun. Vous avez eu à rencontrer des missions ou des patrouilles difficiles depuis que vous êtes ici? Non, pas vraiment. Ça a tout le temps bien été. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le job? C'est de travailler de nuit ou c'est de travailler des températures comme aujourd'hui? C'est plutôt pour les températures comme aujourd'hui, avec la chaleur qu'il fait maintenant. Quand on touche le 45, proche 50 degrés Celsius, c'est dur de travailler sous la chaleur de même. L'un des quartiers résidentiels les plus touchés de Nicosie est celui des ambassades. Seul le drapeau anglais se fait voir et les bâtiments sont laissés à la nature. Tout près de ces lieux, une base militaire turque où de jeunes soldats suivent un cours sur la manipulation d'un mortier. Cet endroit, situé à environ 150 pieds entre les deux zones, est particulièrement connu des trafiquants, mais mieux connu des soldats des Nations Unies, puisque 2 soldats canadiens y ont perdu la vie. Écoutons l'adjudant-chef Daniel Michaud. J'aimerais ça que vous nous parliez de l'invasion en 1974, vous étiez là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon. Premièrement, en 1974, avant l'invasion, il y a eu une guerre civile, un genre de guerre civile, une révolution. On a essayé de renverser le gouvernement de Makarios, qui était le président de l'île du moment. Ils ont essayé de l'assassiner, ils l'ont manqué. Mais ça a duré environ 1 semaine et demie à 2 semaines d'un temps mort. Puis celui qui a pris le pouvoir, Nikos Samson, lui, son parti était la réunification à la Grèce. Alors, ça donnait un prétexte à la Turquie, pas d'envahir l'île selon eux, c'est de venir en libérateur pour protéger les citoyens d'origine turque, chypriote turque, qui sont d'ailleurs les descendants des anciennes armées de l'Empire ottoman. Alors, ça s'est passé à quelle heure, cette invasion-là? Dans le jour ou la nuit? Ça s'est passé le matin, le 20 juillet 1974. Exactement, on a fêté il y a quelques jours, il n'y a pas tellement longtemps, 1 semaine. On a fêté, ils ont fêté le côté, nous on a fêté aussi un peu l'invasion. Et c'est fait par la mer et par les airs. Par les airs, je veux dire, il y avait des parachutistes qui ont sauté vers environ vers 7h15 du matin dans la plaine de Kérenia. C'était une surprise pour tout le monde? Pas vraiment. Moi, cette nuit-là, appartenais au peloton de reconnaissance. J'étais caporal-chef. Puis j'avais été visité, j'appelais ça la Red Line. C'était une partie, genre de boucle en territoire grec dans ce temps-là, mais c'était pas divisé comme c'est aujourd'hui, parce qu'on avait des troupes des Nations Unies sur les deux côtés, sur le côté turc et sur le côté grec. Puis durant la nuit, un de mes amis m'avait dit qu'un Turc, chypriote, lui avait dit que les Turcs seraient à Kérenia cette nuit. Ils devaient faire un débarquement à Kérenia. Moi, j'ai arrivé avec ça, avec une rumeur à mon travail là, dans la nuit, à mon commandant. J'ai dit ça, puis il a trouvé ça drôle. Là, Michaud fait des blagues. À 4 h du matin, 4-5 h du matin, il s'est fait réveiller. C'est moi qui l'ai réveillé, j'étais sur le radio. J'ai dit, j'avais un meeting par le commandant, colonel Manuel. Il voulait vous voir absolument au complexe Worsley, qu'on vit présentement encore. Puis il est revenu vers 6 h. Puis là, il dit, ta rumeur, je pense qu'elle est confirmée. Les Turcs ont fait un débarquement à Kérenia. Puis j'ai parti en patrouille le matin pour faire nos postes. Puis les Turcs nous montraient des signes dans les airs. Je regardais dans les airs, il y avait des parachutistes d'ailleurs qui avaient sauté. Un mass drop
Le restant de la population a été pris par surprise parce qu'on voit, il y a des magasins, des restaurants qui ont resté. La population grecque a été prise par surprise. Population grecque, pas la population turque. Je pense Eux, ils savaient. Eux, je crois qu'ils savaient, mais d'une manière ou d'une autre, pour eux autres, c'était la libération. C'était les libérateurs qui venaient. Tandis que pour les Grecs, c'était les envahisseurs. Alors là, ils ont été pris de panique. Vous étiez à quel endroit, vous, quand ça s'est passé? Moi, j'étais directement, à peu près environ 300 mètres d'ici, en côté turc présentement. Mais d'où moi j'étais, on appelait ça le Maple Leaf Miner. Puis lors de l'invasion turque, il y avait environ 11 familles turques, chypriotes, qui vivaient à l'arrière de la position. On a abandonné le camp parce qu'il y avait trop de tirs de mortier, puis on était vraiment pris entre deux feux. On ne pouvait plus tolérer, on ne pouvait plus garder ça. Alors, on a fait une entente avec les Chypriotes turcs, parce que le Chypriote turc, qui était le commandant de la région, était un étudiant de l'Université de Montréal, qui était revenu à Chypre pour, côté nationaliste, pour défendre sa patrie. Alors, pour éviter des massacres, on lui a donné la permission de prendre notre place. Nous, on a reculé, on a pris nos véhicules, on s'est dirigé vers le Leader Palace, tout en tirant d'ailleurs, parce que ça se faisait un peu comme on voit à la télévision au Liban. Vous voyez les gens qui tirent partout, mais on ne sait pas, personne ne vise quelqu'un en particulier. On tire pour le plaisir de tirer, je crois. Justement, à ce moment-là, il y a deux Canadiens québécois qui ont été tués. Oui, ça, c'était fait. Les Canadiens qui ont été tués, les Québécois qui ont été tués, c'est beaucoup après l'invasion. C'est plutôt au mois de septembre, où tout était calme, plus calme. Le premier, c'est le soldat Perron, que lui était conducteur d'un véhicule Jeep. Puis, arrivé sur un poste, l'officier du peloton a sorti pour aller parler à une sentinelle grecque. Mais il ne faut pas oublier que les gens ils sont habitués à voir les véhicules qu'on conduit à droite. Alors, il a reçu 2 balles dans le dos quand il était assis au volant de son Jeep. Mais en réalité, c'était par supposition que c'était avec l'officier de peloton qui était l'homme visé. Mais malheureusement, c'était le chauffeur. Alors, lui, moi, j'ai entendu les coups de feu. J'ai vu un véhicule reculer, c'était le Jeep, ça criait. Alors, c'était justement le soldat Perron que le lieutenant lui-même avait poussé sur l'autre côté. Puis lui avait pris le volant, avait reculé. Puis on l'avait amené dans aujourd'hui, ce qu'on appelle mon PC à moi, qui est la compagnie de ville, mais c'était le médical dans le moment. Il portait l'uniforme des Nations Unies? Il portait l'uniforme des Nations Unies. Et quand on l'a vu, une balle, ça rentre gros comme un doigt. Il y en a eu 2. C'était ça. C'était comme ça. On a donné, il y a eu du plasma, respiration de fil, ils ont tout fait. Puis un hélicoptère de Dekilia, britannique, est venu le chercher. Alors nous, on l'a amené. Moi, j'étais un des gars qui avait un des côtés de la civière. Puis durant le transport, il est mort. Carrément. Quand on arrivait à Dekilia, quand même, on a resté quand même, le traitement était là dans l'hélicoptère. Chacun, son tour, faisait la chose cardiaque, puis kit au complet. Mais quand on arrive à Dekilia, le chirurgien britannique, il dit « Oubliez ça, allez prendre un café, c'est fini ». Ça longe le mur de l'école, puis vous avez des petits poteaux là, entre les 2 écoles. L'école, durant l'année scolaire, est occupée. Les jeunes ont le droit de venir utiliser la piste en arrière comme telle. La mission de paix de nos soldats canadiens s'étend en campagne près de Nicosie. Cette zone est plus difficile à surveiller parce que les postes sont plus éloignés et que les incidents sont plus difficiles à voir. Un soldat turc qui est pris en défaut par un de ses supérieurs est sévèrement puni. Il est enfermé dans une boîte métallique noire, à peine aérée, et de la grandeur d'une malle à linge. On le dépose sur le toit d'une bâtisse durant 2 jours, en ne lui donnant que de l'eau, ainsi exposé à des températures de 40 à 50 degrés Celsius. Ici, le lieutenant Jean-Sébastien Fortin discute avec un jeune soldat grec pour solutionner un incident s'étant produit la veille. Dans le but probablement d'intimider l'adversaire, un soldat de sa compagnie avait nettoyé son arme sur le toit du poste d'observation. C'est le travail du soldat des Nations Unies de réagir vite lors de tels incidents pour ne pas que la situation s'aggrave. Dans cette zone éloignée de la ville, c'est le point le plus rapproché entre les 2 camps.
Plusieurs postes d'observation, turcs et grecs, à peine éloignés de quelques mètres l'un en face de l'autre, et au centre, les soldats des Nations Unies sur le toit d'une maison abandonnée où nous pouvons observer une large ligne blanche indiquant que de l'autre côté, c'est le territoire turc. Nos caméras, étant à vue, ont créé un incident des deux côtés. C'est sur le toit de cette ancienne usine que nos soldats ont construit leur tour. En pleine campagne, isolés des grands centres, ils ont à leur portée des instruments pour se garder en forme. Ce poste d'observation turc dans cette petite chapelle est très controversé. De l'autre côté, les soldats des Nations Unies ont une vue magnifique sur toute la vallée et la ville grecque de Lympia. Le camp Berger est le seul camp des Nations Unies qui n'est pas dans un territoire neutre. Il est en sol turc près du village de Lurukina. Plusieurs soldats y habitent et peuvent bénéficier de cuisiniers et hommes de service. Ces deux canons sont là depuis 1974, pointés vers le ciel au-dessus du village qui date de 2000 ans. Les maisons sont construites en galettes de boue. La mosquée est probablement la seule bâtisse de valeur. Ce village, avec ses paysans, semble être perdu dans le temps. Toute l'agriculture de Chypre totalise 7% de la production brute et les plus belles terres arables sont cultivées par les Turcs. Des patates, des olives, fèves vertes, du raisin et des citrons. On y fait également de l'élevage des moutons et des produits laitiers. Nous venons de voir le travail des soldats des Nations Unies sur la zone tampon. Tout ce déploiement tient à une forte organisation logistique de l'armée. L'hôpital est un département essentiel au quartier général de Cancun. Sous la responsabilité du docteur-capitaine Yves Jalbert, tout le personnel des forces armées à Chypre peut compter sur des soins médicaux comme s'ils étaient au Québec. La clinique de soins dentaires est fort achalandée et son responsable, le dentiste capitaine Michel Maltais, n'a pas le temps de chômer. Le bureau de poste canadien est très important, puisqu'à tous les jours, ils reçoivent une impressionnante quantité de lettres et de colis. Tout est classé et redistribué dans les différents bureaux du quartier général à l'hôtel Les Draps, où logent les soldats et les différents postes de la zone tampon. Sous la responsabilité du capitaine Richard Vincent, voici le centre logistique, où tous les achats, distributions et ventes sont contrôlés, y compris le magasin de vêtements et chaussures.
Et que dire du bureau des transports, où on y fait la réparation et l'entretien des véhicules spéciaux, puisqu'à Chypre, la circulation se fait à gauche. Les soldats doivent d'ailleurs y suivre un cours de conduite. Voici un électronicien pour la réparation de tous les systèmes de communication. Évidemment, il faut nourrir tout ce monde et alimenter les cuisiniers au quartier général et aux 5 maisons de pont. Une fois par semaine, on remplit l'entrepôt avec de la nourriture en provenance du Canada. L'armée n'hésite pas dans son choix de façon à ce que chacun mange à son goût et retrouve sur sa table les mêmes mets du Québec. Enfin, il existe sur la base même un magasin de cadeaux et souvenirs. Les gens qui nous écoutent là, au Québec ne connaissent pas la ville de Nicosie, alors on peut dire aux gens que la ville est séparée en deux par une zone tampon. Oui. Et c'est dans ça que vous faites la patrouille. Dans quel secteur de la ville exactement? C'est surtout dans la vieille ville. Ça coupe le bastion en deux. Puis ensuite, ça se dirige vers le côté britannique, que c'est eux autres qui ont la charge. À part votre travail, là, vous travaillez 6 jours par semaine, vous avez une journée de congé. Avez-vous eu la chance de visiter l'île de Chypre? Oui, on a visité pas mal. Je pense que le personnel ici a eu la chance de visiter pas mal toute l'île. Surtout les ruines, le château dans les montagnes Guérigna, une couple de places comme ça. Ce sont les choses qui vous impressionnent ici? C'est des points, nous autres, qui nous avaient été passés quand on était venus ici, qui étaient à voir sur l'île. Au début, on ne savait pas vraiment où aller. On était à ces places-là. Il y avait des voyages organisés par le 3e bataillon qui nous faisaient visiter l'île. Nicosie ressemble à n'importe quelle grande ville, avec ses habitants et ses terrasses. Archbishop's Palace, l'archevêché, avec son impressionnante statue de Makarios III. Cet édifice abrite le centre culturel Makarios, qui renferme des galeries d'art européennes et grecques, ainsi que le magnifique musée byzantin. Malheureusement, il est fermé au public. Au loin, nous voyons la ville de Famagusta, devenue ville fantôme depuis l'invasion turque. Ses habitants l'ont fui. Tous les édifices sont vides, probablement piégés ou minés.
Ses origines remontent en l'an 1290 et elle demeura longtemps le port le plus important de Chypre et la plus prospère ville touristique et balnéaire de l'île. Tout près veille la célèbre citadelle abritant l'ancienne cathédrale de style gothique construite entre 1298 et 1326, où les Lusignans, souverains de Chypre, étaient sacrés rois de Jérusalem. Nous traversons complètement l'île et ses montagnes pour visiter la vieille cité portuaire de Kyrenia. Reconstruit par les Lusignans, ce massif château de Kantara se dresse, imposant, près du petit port. À l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer une antique épave de navire marchand grec coulé au large de Chypre 300 ans avant Jésus-Christ. La chaîne de montagnes, avec ses châteaux, dont le plus impressionnant, Saint-Hilarion, construit par les Byzantins et plus tard fortifié par les Lusignans. À quelques kilomètres, une plage où les Turcs peuvent se retrouver, s'y rafraîchir entre eux, parce qu'on n'y retrouve presque pas de touristes dans cette région. Toujours du côté turc se dresse Salamis, une des plus vieilles cités de l'île. Sous Constantia, elle devint en 395 après Jésus-Christ la capitale de Chypre. Ce qui la caractérise aujourd'hui, ce sont ses ruines romaines mal entretenues et mal protégées par le gouvernement en place. C'est le plus grand théâtre antique découvert jusqu'ici à Chypre. Il pouvait accueillir 15 000 spectateurs. Les quelques statues existantes furent décapitées par les pillards. On reconnaît facilement le gymnase, la palestre, des chambres, des bains publics, des études sèches et un caldarium.
Les fresques de mosaïque sur les murs sont presque inexistantes à cause de la détérioration des lieux. Aujourd'hui, c'est jour de congé pour commémorer la mort de l'ex-président Makarios. Alors, nous en avons profité pour faire une petite journée de détente sur la plage à Yanapa, cette ville touristique et balnéaire qui a remplacé la fameuse ville de Famagusta, qui est aujourd'hui une ville fantôme. Alors, qui fréquente cette plage? Bien entendu, ce sont les Suédois, les Norvégiens, les Autrichiens. Et c'est une plage qui est très courue, même si c'est peut-être moins volumineux comme ville, mais aussi intéressant, et la plage est très très belle. Située entre Famagusta et Larkana, près du Cap Greco, cette magnifique plage offre à nos soldats tous les plaisirs du sport aquatique. Pour ceux qui n'ont pas le goût de la plage ou qui ne veulent pas se déplacer, ils peuvent profiter de la magnifique piscine de l'hôtel où ils demeurent. Cet homme est britannique et il travaille avec l'armée canadienne à Chypre. Il est un des meilleurs amis du duc de Nicosie. Pour se tenir en forme, nos soldats jouent au baseball et organisent des compétitions entre eux, dans un pays où le soccer est le plus populaire de tous les sports. Ici, croyez-le ou non, les soldats des Nations unies se sont construits un terrain de golf sur cet aéroport désaffecté de l'île de Chypre.
Une des tâches de travail des soldats des Nations Unies est d'organiser des rencontres humanitaires, comme cette famille séparée depuis 10 ans. Ce jeune homme, habitant du côté turc, est venu rencontrer les siens sur un terrain neutre, au quartier général des Casques Bleus. Si c'est la joie de se retrouver pendant 2 heures, c'est aussi la tristesse de se quitter et de retourner chacun dans sa zone. Ça fait 6 mois que vous êtes ici à Nicosie avec vos hommes. Sentez-vous qu'à un moment donné, il va y avoir un dénouement, tout ça? Bon, il faut se rappeler que le 3e bataillon, notre sphère de responsabilité, c'est d'accomplir une mission militaire, laquelle consiste à garder le maintien du cessez-le-feu et à prévenir toute forme d'hostilité entre les deux parties. Et puis, dans le tableau de fond, ceci n'est qu'une étape afin de rendre propice des conditions aux politiciens qui, eux, à un autre niveau, se rencontrent et sont à la recherche d'une solution définitive. Alors nous, notre mandat, finalement, c'est de maintenir sur le terrain des conditions militaires où il y a un désengagement, de façon à permettre une ouverture ou à permettre des conditions favorables pour rapprocher les politiciens autour d'une table de négociation. Puis on sait présentement qu'il y a un effort politique et diplomatique très intense qui est engagé à New York sous l'auspice du secrétaire général des Nations Unies. Alors, comme tout citoyen et comme tout militaire, on espère bien qu'une solution politique se retrouve à court terme, parce que ça fait quand même déjà 28 ans que le Canada fait partie de la Force des Nations Unies à Chypre. Alors, j'espère que vous avez aimé ce reportage et qu'il vous a permis de découvrir le travail de nos militaires à Chypre. Comment tout cela va finir? Beaucoup de personnes se le demandent. Sauf certaines, nos autorités gouvernementales canadiennes aimeraient bien le savoir. C'était Jacques Bilodeau et Denis Desmarais à Nicosie, Chypre.